Sous le deuxième mandat de Donald Trump, l'administration américaine mène une politique économique protectionniste agressive, imposant des droits de douane très élevés aux pays exportateurs vers les États-Unis, dont notamment la Chine, le Mexique, le Canada et l'Union européenne. Ceci a provoqué une série de contre-mesures douanières sur les exportations américaines. Globalement, la montée du protectionnisme aura un impact majeur sur le commerce international, tendra à freiner la croissance économique mondiale, y compris aux États-Unis, et aura des répercussions négatives sur le niveau de vie des populations. Qu'est-ce qui explique le tournant protectionniste dans la politique américaine? Les États-Unis sont la première puissance économique du monde et produisent 25% du PIB mondial. Par contre, la part des États-Unis dans le commerce mondial a fortement diminué au cours des dernières décennies, passant de 15% en 1970 à seulement 8% en 2023. Cette baisse s'explique en grande partie par la concurrence de puissances économiques émergentes, dont la Chine. La part des exportations chinoises dans le commerce mondial des marchandises est passée de 3% en 2001 à 13% en 2024. De plus, le marché intérieur américain doit faire face à un taux de pénétration croissant de produits étrangers. C'est dans l'espoir de renforcer la position des États-Unis dans l'économie mondiale et par extension sa position stratégique et militaire que le gouvernement américain a adopté pour une politique douanière agressive, utilisant les tarifs douaniers comme un moyen d'obtenir la renégociation des accès américains aux marchés étrangers, la levée des barrières tarifaires et non tarifaires, et aussi pour mettre la main sur des matières premières stratégiques. L'émergence de la Chine en tant que puissance impérialiste au cours des dernières décennies constitue une grave menace à la position mondiale des États-Unis. Le développement de l'économie chinoise ne peut se poursuivre qu'au détriment des États-Unis et des puissances européennes. Le capitalisme chinois a l'avantage d'un haut niveau technologique, d'un régime interne dictatorial et répressif, et aussi de coûts de main-d'œuvre bien plus faibles que ceux qui existent en Europe ou aux États-Unis. Auprès de la population américaine, l'administration de Donald Trump affirme que les tarifs plus élevés forceront les entreprises qui produisent actuellement à l'étranger pour vendre sur le marché américain de venir s'installer aux États-Unis pour éviter de les payer. Cela signifierait, selon lui, davantage d'investissements et d'emplois et d'une plus grande prospérité. Trump parle même de nouvel âge d'or des États-Unis. Cette politique a sans aucun doute rencontré une réponse favorable de la part de nombreux Américains, en particulier parmi les travailleurs des régions industrielles dévastées par la concurrence de la mondialisation. L'attrait du protectionnisme s'inscrit aussi dans un réflexe nationaliste plus large correspondant à celle que nous observons actuellement en Europe et qui s'explique en partie par une réaction aux conséquences négatives du libre-échangisme, qui a fragilisé ou détruit des industries traditionnelles, accentué la concurrence entre les travailleurs et imposé des politiques de régression sociale. Le soutien accordé à la chasse aux migrants et étrangers, ainsi qu'à la réduction de l'aide humanitaire et au désengagement militaire à l'étranger, jaillit de la même source. La question est, bien sûr, si cette politique peut fonctionner, si elle peut réellement renforcer l'économie américaine et répondre aux besoins de la population, ou si, au contraire, elle risque d'aggraver la situation. Avant et après le discours présidentiel de Liberation Day, le 2 avril dernier, dans lequel Trump a annoncé une longue liste de mesures tarifaires draconiennes visant pratiquement tous les pays du monde, à l'exception de la Russie, la politique douanière des États-Unis et de ses partenaires économiques a connu des changements pratiquement chaque semaine. Devant cette situation chaotique, les bourses mondiales ont plongé. Les fluctuations des cours boursiers sont le reflet d'une anticipation de ce que les spéculateurs pensent que les entreprises vont délivrer en profit dans les années à venir. La perspective d'une forte hausse de droits de douane a envoyé un vent de panique à travers les places boursières du monde entier. Dès le 20 janvier dernier, quand Trump a prêté serment,
il a promis de taxer des pays étrangers pour enrichir nos citoyens. Il a annoncé l'imposition de droits de douane de 25% au Canada et au Mexique, et peu de temps après, il a augmenté de 10% les droits de douane sur les importations chinoises. Le président a invoqué ce pouvoir en déclarant un état d'urgence nationale, officiellement pour combattre l'immigration clandestine et le trafic de drogue. Les 3 pays concernés ont immédiatement annoncé leur intention de prendre des mesures de rétorsion. Le 3 février, Trump accepte une pause de 30 jours sur ses menaces tarifaires contre le Mexique et le Canada. Les nouveaux droits de douane de 10% sur toutes les importations chinoises aux États-Unis restent toujours en vigueur. La Chine riposte immédiatement en annonçant une série de contre-mesures sur une variété de produits américains et une enquête anti-monopole sur Google. Les droits de douane de 15% imposés par la Chine sur le charbon et les produits de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'une taxe de 10% sur le pétrole brut, les machines agricoles et les grosses cylindrées importées des États-Unis entrent en vigueur le 10 février. Le jour même, Trump annonce son intention d'augmenter les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium à partir du 12 mars. Il supprime les exemptions sur ses tarifs de 2018 sur l'acier, ce qui signifie que toutes les importations d'acier seront taxées à un minimum de 25% et augmente également ses tarifs sur l'aluminium de 2018 de 10% à 25%. Juste 3 jours plus tard, le 13 février, Trump annonce un plan de tarifs douaniers réciproques promettant d'augmenter les tarifs américains pour correspondre au taux d'imposition que d'autres pays imposent sur les importations d'origine américaine. Il indique aussi que d'autres pays, tels que l'Inde et les pays européens, ne seront pas épargnés par les droits de douane plus élevés. Le 25 février, Trump signe un décret demandant au département de commerce d'examiner si les droits de douane sur le cuivre importé sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale. Le 1er mars, Trump signe un décret supplémentaire demandant au département de commerce d'examiner si des tarifs sur le bois sont également nécessaires pour protéger, encore une fois, la sécurité nationale. Le 4 mars, les droits de douane de 25% imposés par Trump sur les importations en provenance du Canada et du Mexique entrent finalement en vigueur, bien qu'il limite la taxe à 10% sur l'énergie canadienne. Un nouveau changement intervient le 5 mars, lorsque Trump accorde une exemption d'1 mois sur ses nouveaux tarifs douaniers sur les marchandises en provenance du Mexique et du Canada pour les constructeurs d'automobiles américains, dont les PDG ont vigoureusement protesté auprès de l'administration américaine. Le lendemain, Trump reporte d'1 mois les droits de douane de 25% sur de nombreuses exportations en provenance du Mexique et certaines importations en provenance du Canada, mais il menace de les remettre en vigueur à partir du 2 avril. Lors du discours de Liberation Day, le 2 avril, Trump a déclaré que les États-Unis imposeront désormais une taxe de 34% sur les importations en provenance de Chine, une taxe de 20% sur les importations européennes, 25% sur la Corée du Sud, 24% sur le Japon et 32% sur Taïwan. Les nouveaux tarifs s'ajoutent aux prélèvements précédemment imposés, y compris la taxe de 20% que Trump a annoncée sur toutes les importations chinoises plus tôt dans l'année, ce qui porte le tarif sur les importations chinoises à 54%. Dans le cadre d'une série de mesures de rétorsion, la Chine a aussitôt annoncé son intention d'imposer des droits de douane de 34% sur les importations de tous les produits américains. Le 5 avril, les droits de douane minimum de 10% de Trump sur tous les pays et territoires entrent en vigueur. Mais quelques heures plus tard, son administration a déclaré qu'elle suspendait la plupart de ces taux plus élevés pendant 90 jours. La Chine fait figure d'exception. Après avoir mis à exécution sa menace d'augmenter les taxes contre la Chine à un total de 104%, Trump a déclaré qu'il allait maintenant augmenter ses taxes à l'importation à 125%. La Chine a intensifié ses représailles en promettant de taxer les produits américains à 84%. Trump répond en disant que le chiffre de 125% précédemment annoncé
pour les droits de douane contre la Chine est en fait de 145%, ce qui revient à une réduction dramatique des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine, au détriment de la viabilité économique des deux pays. Le 12 mai, Trump change d'avis encore, faisant passer le tarif de 145% à 30%. Enfin, le 23 mai, Trump menace d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits Apple, à moins que ces iPhones ne soient fabriqués aux États-Unis. Le président prend également des mesures pour intensifier sa guerre commerciale avec l'Union européenne. Il menace d'imposer une taxe de 50% sur toutes les importations en provenance de l'Europe à partir du 1er juin. Sur son réseau social Truth Social, Trump affirme que les discussions commerciales avec l'Union européenne ne mènent nulle part, mais quelques jours plus tard, il reporte l'application des 50% jusqu'au 9 juillet. Ainsi, nous nous trouvons plongés dans une guerre commerciale mondiale chaotique dans laquelle les grandes puissances cherchent à gagner un avantage sur leurs rivaux ou, pour les pays les plus faibles, à minimiser les dégâts infligés par les plus forts. Avec des mesures et contre-mesures en cascade, il est difficile de prévoir l'ampleur des tarifs qui seront finalement mis en application. Ce qui paraît certain par contre, c'est que les tarifs seront certainement plus élevés et plus conséquents qu'en 2024. La montée protectionniste renverse des décennies de politique commerciale et crée un contexte chaotique et imprévisible pour les entreprises mondiales. Pratiquement tous les économistes et les PDG d'entreprises dépendant du commerce international insistent sur le fait, au-delà des entraves que les tarifs imposent aux échanges commerciaux indispensables, que c'est précisément l'incertitude, le manque de visibilité quant aux règles du jeu, à moyen ou à long terme, qui freinent l'investissement et menacent la survie de nombreuses entreprises. Trump a longtemps prétendu que les droits de douane sur la Chine seraient payés par les Chinois, que les taxes seraient payées par des étrangers et serviraient à enrichir les Américains. Mais en réalité, les hausses des tarifs sur les importations, quand elles ne rendent pas les importations économiquement impossibles, sont résorbées de l'une de deux façons, et souvent par les deux à la fois. Soit les importateurs, par peur de l'impact d'une hausse des prix sur le volume des ventes, acceptent de les prendre en charge, ce qui se traduit par une baisse de la rentabilité de leur activité. Soit ils rajoutent les coûts supplémentaires au prix de vente, ce qui porte atteinte au pouvoir d'achat des consommateurs et tend à réduire la demande intérieure. L'inflation des prix, la contraction de la demande et la pression baissière sur les profits ont un impact sur le niveau d'activité économique en général et risquent de provoquer une récession. Le capitalisme est un système fondé sur le profit et quand les profits sont menacés, les capitalistes réagissent en s'attaquant à l'emploi, au salaire, aux conditions de travail ou en fermant purement et simplement les entreprises. De plus, la contraction économique tendra à réduire les recettes fiscales et inciter les gouvernements à s'endetter davantage et à réduire les dépenses, notamment sur la santé, les retraites et les services publics. Il est possible que certains secteurs économiques puissent bénéficier au moins temporairement de mesures protectionnistes en leur donnant un marché captif moins exposé à la concurrence. Mais dans l'ensemble, l'effet du protectionnisme est d'entraver le commerce, réduire la rentabilité et la demande, et en fin de compte, réduire la production. Pour les travailleurs, le protectionnisme est un leurre, une fausse solution à un vrai problème, celui des ravages du libre-échange et de la concurrence à tout va. En conclusion, nous pouvons dire qu'alors que la mondialisation et le système de libre-échange capitaliste ont entraîné une plus forte concentration des richesses entre les mains d'une petite minorité et une pression baissière sur le niveau de vie de la masse de la population, le protectionnisme n'inversera pas ce processus. Au contraire, la concentration des richesses tendra à s'accentuer. D'une part, les petits capitalistes auront plus de mal à s'en sortir face aux tarifs et aux restrictions commerciales, et d'autre part, pour les travailleurs, la régression sociale risque d'être plus marquée encore que dans le passé. Ni le libre-échange capitaliste, ni le protectionnisme capitaliste ne peuvent répondre aux besoins des travailleurs. Le problème de fond
et le système capitaliste lui-même. Et tant que cette réalité et la nécessité d'affronter et de renverser l'ordre capitaliste n'auront pas trouvé une expression concrète dans la plateforme politique des organisations qui luttent contre l'inégalité, contre l'exploitation et la régression sociale, elles ne pourront jamais aboutir. En France et dans tous les pays européens, nos luttes pour défendre les retraites, l'éducation, la santé, la sécurité sociale, les droits des travailleurs et les salaires, pour défendre les services publics et l'environnement, tous nos combats sur ces questions cruciales doivent être liés dans nos objectifs programmatiques à la nécessité de mettre fin au contrôle capitaliste des ressources naturelles et productives de la planète. Les grands moyens économiques de chaque pays doivent passer dans le domaine public et faire l'objet d'une planification démocratique dans l'intérêt de tous. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons remplacer la concurrence et la rivalité capitaliste par une coopération fraternelle sur les plans politiques, économiques et sociaux des peuples du monde entier.